La série commence par expliquer comment un jour d'innombrables monolithes noirs sont tombés du ciel. Puis une barrière a été déployée. Des monstres connus sous le nom de bêtes spirituelles du désastre ont traversé la barrière et envahi le royaume humain, sous la direction de Linia, le démon de la ruine. Alors qu'ils menaient l'armée hors de la porte, ils ont perpétré un massacre contre l'humanité. Alors que nous voyons un chevalier squelette assassiner le père d'un enfant, il crie pour lui. Alors que la mère continue de courir à travers les innombrables monstres, le chevalier squelette les poursuit et lance une attaque. La mère, pour sauver son enfant, le repousse. Il lui crie dessus alors qu'elle lui dit de courir. Il se réveille et son ami lui dit de se réveiller. On apprend qu'il s'appelle Itsuki Tenma. Elle lui demande ce qui ne va pas alors qu'il est en train de s'évader. Il dit que ce n'est rien et elle dit qu'elle ne pense pas que ce soit le cas car il pleure. Son pote dit alors qu'il a probablement juste sommeil car il dort habituellement à cette heure-ci, mais qu'aujourd'hui c'était l'assemblée générale de l'école, donc il n'a probablement pas pu faire sa sieste. Itsuki dit plus importante encore, le professeur est habillé bizarrement. Le professeur dit qu'après l'apparition des bêtes du désastre, des individus ayant le pouvoir de les contrer sont apparus parmi l'humanité, appelés les éveilleurs. Il y a 10 ans, lorsque la plus grande attaque de bêtes du désastre a eu lieu sur la rive nord de la rivière Bleue, des éveilleurs du monde entier se sont rassemblés de l'autre côté de la rivière et les ont repoussés. Une bataille qui est devenue plus tard connue sous le nom de guerre de la traversée. Depuis lors, les attaques ont diminué, mais le nombre de monolithes descendants a augmenté. Une attaque massive de l'ampleur de la guerre de la traversée aura probablement lieu dans un avenir proche. Son pote dit que ce type est le commandant général du continent Nord, Izumi Nento, mais il pensait le connaître parce qu'il est originaire du continent Nord. Itsuki dit qu'il a certainement entendu ce nom, mais il pensait que ce serait un vieil homme voûté avec une barbe, mais il a l'air plus bizarre qu'il ne l'imaginait. Omi dit qu'il est probablement déconcerté par le style vestimentaire étrange, mais c'est grâce à lui qu'ils savent quelque chose sur les monolithes et la bête. Puis il parle de son disciple nommé Teoajin, qui a le titre de Lumière de l'Humanité, car c'était son seul élève. Nento continue en disant que des recherches récentes ont montré que même les gens ordinaires qui ne s'éveillent pas peuvent devenir des éveillés avec une certaine probabilité après avoir touché un monolithe et il est venu ici aujourd'hui juste pour leur permettre à tous d'essayer. S'ils deviennent des éveillés et se consacrent à combattre la bête, ils seront d'une grande aide dans la guerre à venir. Alors que le monolithe s'élève du sol, les élèves commencent à s'enthousiasmer et les supplient de devenir des éveilleurs. Son pote lui demande s'il a entendu dire qu'ils ont enfin la chance de devenir éveillés. Itsuki finit par dire et commence à avancer, mais son pote lui dit de ne pas le laisser derrière et la fille de tout à l'heure lui dit d'attendre son tour, mais il passe devant elle, les yeux rivés sur elle. Il dit que le jour est enfin arrivé. Ils appellent l'élève suivant et il échoue. Ils disent que c'est fou parce que c'était un athlète né qui a établi de nombreux records lors de sa première année, mais peut-être que les capacités athlétiques n'ont rien à voir là-dedans. Puis, les élèves échouent les uns après les autres jusqu'à ce qu'aucun ne soit encore éveillé. Et ils disent qu'à ce rythme, toute l'école est condamnée. Ils appellent ensuite un porc nommé Oshihikaru, mais nous l'appellerons Winky. Certaines femmes disent qu'il est un tyran et que sa discrétion les effraie parce qu'elles l'ont surpris en train de les prendre en photo et que ce serait un cauchemar s'il devenait un éveillé. Un type se met à crier en disant que le monolithe change tandis qu'on voit un éclair se former autour d'Oinki. Il dit qu'avec ça, Nento va le remarquer et la beauté à côté de lui aussi, vu son travail d'élémentaliste. On voit aussi ses statistiques. La femme dit qu'ils en ont enfin une. Il s'avère que Nento est son père, mais elle dit qu'au niveau 0, la valeur totale des statistiques est généralement de 5, mais il en a 12, ce qui n'est pas beaucoup plus élevé, mais c'est mieux que rien. Oink est juste en train de célébrer, mais aussi un peu agacé qu'ils ne lui disent rien. Itsuki s'approche et le pousse de côté. Oink s'énerve et lui demande qui diable il pense être pour le toucher. Les élèves sont perplexes quant à la raison pour laquelle il n'a pas attendu son tour, car cela n'aurait pris que quelques minutes, mais ils disent qu'il est cuit, car une fois qu'Oinki vous cible, vous êtes foutu. La femme dit qu'elle peut sentir que ce gamin est très émotif et Itsuki dit qu'il a gravé chaque détail de cette journée dans son esprit afin de ne jamais oublier la haine qu'il porte à la bête et que sa détermination est différente de celle de tous les autres ici présents. Nento a l'air surpris car ce qu'il voit derrière son Suki est une divinité géante. Lorsqu'il touche le monolithe, une fleur pousse au-dessus de sa tête et commence à éclore. Les autres élèves sont fascinés, disant qu'elle mesure au moins 100 mètres de haut. Ses amis, eux, l'encouragent. La femme dit que c'est le phénomène qui ne se produit que lorsque le job le plus rare, briseur d'ordre, apparaît. Nento dit qu'il se demande quelle sera sa puissance et qu'il attend cela avec impatience. Oink est juste énervé qu'il lui ait volé la vedette. Itsuki, quand il ouvre les yeux, est assis sur une fleur de lotus en position du lotus, se demandant s'il s'est vraiment réveillé. On voit ensuite ses statistiques. Il est fixé au niveau 0, ce qui signifie qu'il ne peut pas monter de niveau. Son don s'appelle Nirvana, et sa compétence s'appelle Overmimesis, qui est de rang Z. Il analyse les attaques ennemies et permet d'acquérir des compétences de contre,
mais ses statistiques sont toutes à zéro, et il dit qu'il est complètement cuit. Mais une fois qu'il y réfléchit davantage, il se rend compte que ses statistiques augmenteront en fonction du rang de compétence, et qu'il sera débarrassé de tous les affaiblissements et complètement guéri. Et le fait que son don spécial Nirvana soit activé lui permet de gagner 200 statistiques dans chaque catégorie. Il dit que c'est vraiment dingue, et s'il apprend une compétence avec Overmimesis, cela signifie qu'il peut gagner des statistiques grâce à Nirvana. Il ne sait pas à quel niveau cela le rend équivalent, mais il ne fait aucun doute qu'il est devenu un éveilleur, et qu'il anéantira la bête du désastre. Maintenant, les étudiants sont juste aveuglés par la luminosité de la fleur de lotus, et il ne fait que toucher le monolithe. Oink dit que c'est impossible et la femme dit que c'est incroyable que ce soit les statistiques d'un éveilleur débutant. Nento confirme en disant que c'est dur à croire mais que ce garçon va sans aucun doute devenir le plus fort et en termes de tous les débutants, il est de loin le plus fort. Tout le monde regarde ses statistiques et dit que c'est incroyable que quelqu'un comme ça soit de leur école. Oink commence à se sentir inférieur puis devient frustré en disant qu'un raté comme lui aurait dû rester un perdant. Alors qu'il lance son attaque vers lui, on voit la foudre commencer à voler vers lui. C'est ce qu'on appelle le serpent d'argent. Une fenêtre de statue apparaît devant Itsuki, lui indiquant que la compétence a été détectée, mais que Mimesis s'est activé. On voit que la progression de l'analyse augmente lentement jusqu'à atteindre l'endroit où se tenait Atsuki, mais il n'est plus là. Les élèves sont surpris, disant qu'il a complètement disparu. On le voit se tenir juste derrière Oinki. Maintenant, il dit que son corps ne bougera pas par peur car il est maintenant à 88%. Itsuki l'avertit qu'il devrait s'estimer chanceux. Bien qu'il ait la tête d'un cochon, il est quand même né humain. Bien que s'il avait été une bête, il l'aurait tué 100 fois à présent. La compétence est à 94%. Alors qu'Oinki tombe au sol, lorsqu'il monte en hauteur, il commence à flotter dans les airs. Il dit que c'est peut-être uniquement parce que c'est une compétence de rang C, mais que la vitesse d'analyse est incroyablement rapide. Alors qu'il lévite, il obtient la compétence de rang C appelée vague de coups de tonnerre et elle commence à émettre une décharge électrique autour de lui. Quelqu'un dit qu'il pourrait être à nouveau aveuglé et son fils dit qu'il est content d'avoir apporté des lunettes de soleil. Itsuki dit qu'il est aspiré de force dans l'espace à chaque fois qu'un élément lié à sa compétence s'active. La compétence lui permet d'absorber les attaques de foudre de n'importe quel rang inférieur. Grâce à cette compétence, il gagne un bonus de 10 à chaque statistique et guérit complètement. Il sort de son état onirique et il dit qu'Atsuki est désormais couvert d'éclairs et qu'il est encore plus brillant qu'Oinkis. Il demande comment diable il a appris cette compétence, mais remarque que ses statistiques ont également augmenté. Il commence alors à pleuvoir sur tout le terrain tandis qu'un monolithe descend du ciel. La femme demande pourquoi maintenant. Nento dit que l'assemblée de l'école est annulée et que tout le monde doit évacuer conformément à l'exercice et il est certain qu'il est la cible. La femme dit qu'il devrait aussi courir car le combat n'est pas leur spécialité. Mais il dit que s'il court, cela ne fera que faire paniquer les gens et il semble que cet élève ait plus de cran que deux car c'est Suki qui court droit vers le monolithe. La femme se demande pourquoi il ne court pas car le monolithe est maintenant complètement descendu. Ses amis lui disent qu'une bête du désastre arrive et qu'il devrait partir d'ici, mais il dit qu'il va tous les anéantir. Son ami lui demande de quoi il parle, car il vient de se réveiller et devrait donc s'enfuir aussi. Même son autre ami est d'accord, disant qu'ils ne devraient pas se battre comme ça et qu'ils peuvent laisser les autres éveillés s'en charger, mais il la regarde de haut en lui disant de lui faire confiance. Elle dit qu'elle ne lui fera confiance que cette fois. S'il meurt, ce sera de sa faute. Son garçon lui demande si elle va vraiment s'enfuir alors qu'elle le tire. Itsuki dit qu'il pense que son premier ennemi après être devenu un éveillé serait du même genre que celui qui a tué ses parents. Il verse une larme, disant qu'il suppose qu'il a vraiment de la chance. Comme on le voit, c'est un soldat squelette de niveau 8. Ses statistiques sont assez élevées, mais loin d'être comparables à celles de Itsuki. Itsuki dit qu'il est temps pour lui d'essayer la nouvelle compétence qu'il a apprise. Il fonce en avant, comblant l'écart avec sa nouvelle capacité. Il esquive l'attaque qui lui frôle la joue. Il dit qu'il ne laissera personne d'autre se faire tuer. Il le frappe directement dans la poitrine. Le monstre s'envole dans un bâtiment voisin. Les autres élèves disent qu'Itsuki est trop fort, disant qu'ils n'ont peut-être pas besoin de s'enfuir et que penser qu'ils pourraient l'envoyer voler jusqu'au bâtiment de l'école d'un seul coup est fou. Nento dit également que pour un débutant qui vient de se réveiller pour éliminer une bête de calamité de niveau 8 comme ça, il est à un niveau de vitesse et de puissance complètement différent des autres niveaux 0. Mais même ainsi, il est impossible de vaincre ces soldats squelettes. Ils ont deux capacités gênantes. La première est un don qui augmente leur défense, et la seconde est une compétence appelée Feu d'os qui incinère tout ce qu'elle touche. Alors qu'ils commencent à utiliser exactement cela, les amis d'Itsuki ont l'air horrifiés, mais Oinki est excité, disant qu'il ne sait pas où est sa place et qu'il ne sera plus que cendre quand il en aura fini avec lui. Bien sûr, on sait qu'il est différent grâce à sa compétence.
Terminé. Mimesis s'active après avoir détecté la compétence de rang B et commence à l'analyser. Itsuki dit qu'il semble que la vitesse d'analyse augmente à chaque fois qu'une compétence ennemie le touche. Alors qu'il commence à résister au feu, la fille de Nento dit que même un éveillé de niveau 10 n'aurait aucune chance s'il le prenait directement. Mais penser qu'un génie qui apparaît enfin serait tué par une bête de la calamité avant même d'avoir eu la chance de grandir. Comme il est à 80%, Itsuki dit que brûler à mort est douloureux et qu'il n'arrive pas à croire que sa mère ait dû endurer ça, mais elle l'a fait avec un sourire sur le visage. Nento voit bien que ce n'est que le début. Itsuki pointe le monstre du doigt, disant qu'une fois l'analyse terminée, c'est terminé. Les autres élèves disent qu'ils ont été idiots de trouver ne serait-ce qu'un instant d'espoir en lui. Mais le type aux lunettes de soleil leur dit de regarder la fleur de lotus bleu qui est réapparue. Et si c'est Suki, il pourrait montrer un autre miracle. Itsuki se demande quelle compétence il a apprise cette fois. En raison de l'analyse de la compétence feu de camp, le mur de glace noire a été acquis. Il consomme du mana pour générer de la glace et bloque toutes les compétences de l'élément feu de rang B ou inférieur. Il gagne un +20 à toutes ses statistiques et guérit complètement grâce à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Itsuki dit qu'il n'a pas pu percer ses défenses plus tôt, même avec une frappe puissante, mais avec sa puissance d'attaque augmentée à ce point, il devrait pouvoir le faire. La fleur de lotus continue de l'envelopper jusqu'à ce qu'elle fleurisse complètement. Tout le monde est juste excité qu'il soit en vie. Le type aux lunettes de soleil a dit qu'il savait qu'il était sur le point d'activer une armure de complot, tandis que les autres élèves sont tout simplement incrédules qu'un tel miracle se soit produit. La fille de Nento dit qu'il doit avoir une compétence d'auto-guérison, mais elle pensait qu'il utilisait la compétence de l'élément foudre. Nento dit que briseur d'ordre est le travail le plus mystérieux, mais Itsuki doit être une exception, même parmi eux, pour penser qu'il se rétablirait aussi parfaitement. Peut-être qu'il pourrait même récupérer si ses membres étaient sectionnés ou si son cerveau était détruit. Il est vraiment curieux de connaître les limites de son auto-guérison. Le squelette charge à nouveau droit sur lui avec du feu de joie. De la glace noire se forme sur son corps alors qu'il commence à être complètement enveloppé. On le voit annuler le feu et il le traverse. Le squelette, s'en rendant compte, tente une attaque au corps à corps, mais Itsuki saute par-dessus, dans les airs, et utilise la glace noire pour se créer une massue géante qu'il brandit, fendant le chevalier squelette en deux. Les étudiants disent que seul un éveillé pourrait suivre ses mouvements. Oinki et la fille de Nento ne pouvaient pas du tout le voir et ils demandent comment diable c'est un débutant. Itsuki dit que non seulement il peut créer une armure solide pour protéger son corps, mais il peut même créer des armes de la forme qu'il veut, et il a vraiment une compétence de niveau divin pour son niveau. Son pote lui crie alors et le serre dans ses bras, en disant qu'il était tellement inquiet que ses testicules se sont rétractés par pure peur. On finit par apprendre le nom de la femme, car elle s'appelle Sia. Itsuki demande où elle est. Il dit qu'il pensait qu'elle était arrivée en premier. Elle avait l'air sur le point de pleurer. Itsuki regarde autour d'elle en disant qu'elle doit être en colère. La fille de Nento dit que pensait que ce garçon a vaincu un soldat squelette avec lequel même un niveau 10 aurait du mal. On apprend qu'elle s'appelle Aga. Nento lui dit qu'elle devrait rester ici et aider au nettoyage. Pendant qu'il est en train de transmettre un message personnel au directeur, il va emmener le garçon avec lui. Son pote dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle soit en colère après sa victoire. Elle est probablement allée au monument parce qu'elle avait peur de se laisser distancer par lui. Il dit qu'il espère que c'est le cas. Nento s'approche ensuite de lui après avoir crié son nom. Tout le monde se demande s'il ne compte pas en faire son disciple, mais ils disent que c'est impossible parce qu'il est déjà Wajin et quelle que soit la force d'Itsuki, c'est impossible. Omi dit qu'il va aller chercher Sia, réalisant qu'il ne devrait pas se mêler de la conversation et Nento lui dit qu'il est spécial. Itsuki demande comment, et Nento dit qu'il semble que son cœur soit rempli de haine et de rage, et il veut savoir pourquoi. Itsuki lui raconte qu'il y a 10 ans, ses parents ont été tués par une bête de la calamité alors qu'il le protégeait et qu'il était le suivant alors qu'il était assis là à regarder avec peur, mais qu'un flûte éveillé l'avait sauvé. Juste sous ses yeux, sa mère a été réduite en cendres. Elle lui a dit qu'il allait devoir faire le reste du chemin tout seul. Il s'en voulait et le fait qu'il devait le protéger était la raison de leur mort. Il a compris que Helena était la véritable cause de tout et il a fait le vœu à l'époque de le tuer ainsi que tous ceux de son espèce. Nento dit que pour lui, verser des larmes quand son cœur est consumé par la haine signifie qu'il est sincère. Itsuki dit que ces larmes se sont arrêtées auparavant, mais qu'elles ne cessent de couler depuis aujourd'hui. Nento lui propose d'être son disciple et de l'intégrer à l'Alliance des Sauveurs pour lui donner un pouvoir écrasant. Itsuki demande ce qu'est l'Alliance des Sauveurs. Nento lui répond que c'est une organisation créée par le gouvernement des 5 continents, qui rassemble de puissants éveillés du monde entier pour contrer la bête plus efficacement et scientifiquement. Tous les membres combattent régulièrement la bête et sont appelés sauveurs. Ils reçoivent des ressources telles que des terrains d'entraînement dédiés et des armes puissantes, mais aussi des salaires très élevés. Même un sauveur en formation reçoit 10 000 pièces d'or chaque mois. Itsuki est surpris et dit « C'est beaucoup d'argent ». Et Nento répond « Bien sûr,
un traitement aussi généreux n'est pas gratuit. On attend d'eux qu'ils se battent toujours en première ligne. Itsuki dit qu'il ne se soucie pas du salaire ou des ressources. Ce qui compte le plus, c'est de pouvoir combattre la bête, et il dit qu'il deviendra un sauveur. Nento lui dit que chaque année en février, ils organisent un examen avec plus de 10 000 participants, et que seuls 100 d'entre eux sont autorisés à être sauveurs. Itsuki demande quel est le record de points de tous les temps à l'examen. Et il dit que ce ne sera pas vraiment une référence, mais c'est 115 000 établis par Wajin. Et s'il en a 30%, il réussira. Mais 50% lui permettra d'obtenir la première place. Itsuki dit que c'est l'éveillé le plus fort. Pour une raison quelconque, les noms ont changé, mais je vais continuer à l'appeler par le premier que j'ai lu, qui était Wajin. Nento dit que Wajin est spécial. Se comparer à lui ne ferait que le désespérer, mais il devrait avoir confiance. Avec son talent, il pourrait se tenir à ses côtés, mais Itsuki dit qu'il n'aime pas avoir de rivaux, alors il lui marchera dessus. Nento est surpris et a un flashback de la fois où il parlait à Wajin. Il lui dit que les jeunes vont essayer de suivre ses traces. Wajin dit que suivre les traces ne permettra pas de gagner la guerre contre la bête. Quelqu'un qui le surpassera apparaîtra un jour, tout comme un nouveau soleil matinal se lève pour remplacer le soleil couchant, et il l'attend avec impatience. Nento dit qu'il semble que le jour soit enfin arrivé. Quelque temps plus tard, il se dirige vers un bâtiment et Itsuki demande ce que c'est. Nento explique que les monuments sont comme des passages reliant ce monde à celui de la bête. C'est pourquoi si l'on tue seulement la bête et que l'on laisse le monument tranquille, de nouvelles bêtes continueront d'arriver. Ce bâtiment est une installation construite pour isoler les monuments qui n'ont pas pu être détruits. Éveillez-vous pour éliminer périodiquement les bêtes de la calamité qui apparaissent du monument. Ce faisant, l'échelle de la barrière peut être supprimée et cela sert également d'entraînement. Itsuki dit en bref que c'est un centre d'entraînement, se demandant pourquoi il a tant divagué. Nento dit qu'il les appelle simplement des étapes. Le niveau et le nombre de bêtes de la calamité qui apparaissent sont incontrôlables, donc l'intérieur est très dangereux. En particulier, les bêtes de ce niveau avant eux sont coriaces. C'est le niveau qui a le taux de mortalité le plus élevé de tous les niveaux pour les débutants. On l'appelait le cimetière des débutants à l'époque. Wajin, qui n'était qu'un éveillé en herbe, l'a terminé en 3 minutes et 14 secondes au niveau 10. Si c'est le cas, s'il dit qu'il va le surpasser, il doit le faire en 3 minutes chrono. Et s'il y parvient, il en fera son disciple. Une fois à l'intérieur, tout le monde reconnaît instantanément Nento, mais dit qu'il est impossible qu'il marche avec quelqu'un au hasard, à moins qu'il ne soit au niveau de Wajin. Itsuki demande si ce type est vraiment si célèbre. Il remarque ensuite sur le mur qu'il est mentionné que les bêtes à l'intérieur sont toutes de niveau 10, ce qui signifie qu'elles sont 2 niveaux plus élevés que le soldat squelette. Les gens se demandent s'il va vraiment monter sur scène, et il dit à la réceptionniste qu'il aimerait y aller. Elle lui demande combien de challengers il y a, et il dit que ce sera lui tout seul. Tout le monde est sans voix, et la réceptionniste lui dit d'arrêter de plaisanter, de lui demander s'il est en train de faire du lèche-vitrine ou s'il est juste là pour draguer des filles. Il se demande de quoi elle parle. Il dit qu'ils ont l'air de se méprendre, mais il ne s'intéresse pas à elle pour commencer. Il est venu ici pour monter sur scène. Elle dit qu'il n'a pas besoin de faire le dur pour sauver la face et qu'elle lui donnera ses coordonnées, pour qu'il rentre chez lui. Il lui dit qu'il s'en fout complètement d'elle. Il veut juste monter sur scène. Elle a peur, lui disant qu'elle ne serait pas responsable s'il mourait. Il dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il ait dû le répéter encore, et les gens au fond commencent à se moquer de lui. Quand il entre, ils disent qu'il est étrangement sûr de lui. Et bien que son don soit de niveau spécial, il pourrait vraiment être capable de le faire. Mais un autre gars dit que si votre niveau est bas, rien de tout cela n'a d'importance. Itsuki s'approche des biométries et scanne son poignet pour lui donner l'entrée. Il dit que la promesse est dans les 3 minutes et qu'il doit tout donner. Dès que le chronomètre démarre, il fait irruption. Il dit que la zone est beaucoup plus large qu'il ne le pensait. Même si elle est artificielle, c'est la première fois qu'il entre dans un niveau. Il dit qu'il devrait arriver bientôt. Le premier ennemi qu'il rencontre est un esprit des arbres de niveau 4. Il n'a pas de don et il le fend en le frappant vers le bas après avoir transformé sa main en une hache ressemblant au squelette. Puis il demande aux autres ce que ça fait de voir leur garçon se faire plier comme une omelette pour le prochain. A dit qu'il y a plein d'autres niveaux pour les débutants, alors pourquoi l'a-t-il fait entrer dans celui-ci ? Nento dit qu'il surpasserait Wajin, alors il l'a amené pour le défier. Elle dit que c'est impossible à moins qu'il ne sorte des limites de l'humanité. Nento dit que cette façon de parler le fait se demander si elle pense que Wajin a déjà transcendé l'humanité. Elle dit qu'il était facile et gentil de lui parler, mais elle l'a vu tuer instantanément à niveau 97. Les yeux qu'il avait à ce moment-là étaient froids, solitaires et détachés. Elle ne pouvait plus les considérer comme humains. Ils étaient plus proches des yeux d'une divinité ou d'un dieu. Nento dit que ce garçon a aussi un potentiel qui ne perd pas face à Wajin et qu'il n'est plus qu'une pierre brute non polie pour l'instant. Si Wajin est comparé à un dieu qui sauve les gens,
alors Itsuki est un démon englouti par la haine dans l'existence qui est l'exact opposé de lui. Itsuki dit que sa capacité ne s'active même pas avec la bête du désastre à ce niveau. Alors qu'un géant apparaît derrière lui, il se retourne, lui tranchant la tête, demandant si c'était vraiment tout ce que c'était. Il pense que les niveaux 10 ne sont pas aussi fous qu'il le pensait, mais dit qu'il est impossible que cet endroit s'appelle le cimetière des débutants si c'était aussi simple. La compétence de rang B, l'auto-régénération, s'active à partir du monstre. L'analyse commence. Itsuki est surpris et il projette un tas de lianes autour de lui. Il est surpris qu'il se soit régénéré même avec la tête coupée, mais comme prévu, ce ne sera pas si simple. On voit que ses statistiques sont plutôt bonnes aussi, bien plus élevées que celles des chevaliers squelettes. Il active sa glace noire sur son poignet pour percer les lianes. Il dit qu'il doit infliger des dégâts massifs en peu de temps pour qu'il ne puisse pas se régénérer. Il charge directement dans l'attaque car il est à 17% maintenant et grimpe. Il se fraye un chemin à travers lui en transformant ses deux bras en lames en utilisant la glace noire. À 21%, il fend le monstre en plein milieu en disant qu'il va le découper, donc finalement il ne se régénère pas. Alors qu'il fait exactement cela, il se brise en morceaux. Il dit qu'avec ça, sa puissance magique est sur le point de s'épuiser à force d'utiliser la glace noire pendant si longtemps. Mais dès qu'il dit qu'elle est presque épuisée, le monstre commence à utiliser des attaques encore plus rapides. Itsuki, incapable d'utiliser la glace noire, doit désormais les esquiver. Et il dit que c'est très gênant et qu'à chaque fois qu'elle se régénère, la vitesse d'analyse augmente. Il a désactivé la glace noire pour supprimer la consommation de magie et il utilise la vague de coups de tonnerre pour esquiver les attaques et garder ses distances. Et bien que ce soit une bonne stratégie, il ne lui reste plus beaucoup de temps avant la limite des 3 minutes. Il est maintenant à 75% et il utilise la glace noire sur ses bras pour créer des haches. Il dit qu'il va les activer toutes les deux simultanément pour maximiser ses dégâts et la forcer à se régénérer sans fin, ce qui augmentera encore plus la vitesse d'analyse. Il continue à avancer en se frayant un chemin, disant que s'il ne peut pas activer Mimesis dans un état de puissance magique nul, il mourra ici. Il dit que s'il meurt, cela signifie simplement qu'il n'a fait que ça. Il commence à transformer la hache en lame et la balance au-dessus de sa tête, mais son œil au beurre noir se brise. Il commence à saigner de la bouche, disant qu'il semble que sa puissance magique soit épuisée car il a été empalé partout par l'attaque. Il est maintenant à 99% et il dit comme il le pensait. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la puissance magique pour utiliser Mimesis, ce qui signifie que cela correspond à sa victoire. À 100%, la fleur de lotus apparaît, brisant toutes les attaques car il a acquis la compétence explosion de lotus. Elle consomme de la puissance magique pour infliger des dégâts explosifs aux ennemis, et la puissance est proportionnelle à la magie consommée, et elle a une échelle infinie. Chaque fois qu'il tue quelque chose avec, la portée augmente de 1%. Mais grâce à l'acquisition de la compétence, toutes ses statistiques augmentent de 20 et il est entièrement soigné. Le monstre reste figé et il tape dans ses mains en utilisant sa capacité alors qu'elle projette une vague de feu rouge qui désintègre complètement le monstre devant lui et la terre autour de lui. Itsuki dit que ce n'était pas mal et que cette puissance d'un tiers seulement de sa magie a éliminé toutes les bêtes autour de lui. Et il ne s'attendait pas à ce que Mimesis restaure également sa puissance magique, mais il aperçoit quelque chose et se demande ce que c'est. Il en est maintenant à 2 minutes et les réceptionnistes disent qu'il devrait aller appeler l'équipe de secours car il n'est pas encore sorti. Age dit qu'elle ne pense pas qu'il perdrait contre une bête de catastrophe de niveau 10, mais que l'éliminer en 3 minutes est impossible. Mais dès qu'elle dit cela, voilà que ça arrive. Un nouveau record est atteint et elle demande s'il l'a vraiment éliminé, mais cela ne fait même pas 3 minutes, ce qui signifie qu'il l'a éliminé 1 minute entière plus vite que Wagon. Il sort et tout le monde est surpris, disant que ce doit être une sorte de blague. Itsuki lui demande alors s'il va lui donner des instructions maintenant et l'appelle professeur. Nento l'appelle son élève en disant « Bien joué ». A dit que cela fait si longtemps qu'elle n'a pas vu son père heureux. Tout le monde dit que s'il est vraiment l'élève de Nento, c'est logique qu'il ait battu le record de Wajin. La réceptionniste lui offre alors un cadeau pour avoir battu le record, et elle a l'air gênée, disant qu'elle est désolée pour ce qu'elle a dit plus tôt. Il ne savait pas qu'il obtiendrait quelque chose, disant que c'est bien, car n'importe qui penserait qu'un défi de niveau 0 est imprudent. Il la remercie, et elle commence à rougir, disant que pas du tout. Agea lui dit qu'il parte et elle dit que ce n'est pas parce qu'il est devenu l'élève de son père qu'il peut s'emballer. Nento dit qu'il semble qu'un niveau à ce niveau soit trop petit pour lui et qu'il devrait augmenter la difficulté. Avec ses capacités actuelles, il devrait défier un niveau avancé. Itsuki demande ce qu'il veut dire et Aga répond que le niveau n'est pas le seul facteur qui détermine la force d'une catastrophe. Le facteur le plus important est l'espèce. Il existe des espèces dotées d'une intelligence égale ou supérieure à celle des humains et ce sont des existences problématiques. Ce qui signifie qu'elles sont essentiellement les mêmes lorsqu'elles sont éveillées. On dit qu'actuellement, seuls les humains possèdent des emplois. En d'autres termes, les statistiques diffèrent selon les espèces.
Un stade avancé contient des bêtes de catastrophes d'espèces si puissantes qu'elles sont dotées d'intelligence. Sa difficulté est plusieurs fois supérieure à celle qu'il vient d'affronter. Et comme la plupart des stades avancés du continent Nord se trouvent dans le district Nord 4, c'est leur prochaine destination. Il dit que cela signifie que les deux qu'il a combattus auparavant n'avaient aucune intelligence. Et comme ils n'ont pas crié même lorsqu'ils ont été attaqués, il est énervé et demande si cela signifie qu'ils ne ressentent même pas la douleur. Et si c'est le cas, il espère que les stades avancés pourront la ressentir. Elle a peur et se demande ce qui ne va pas chez lui. Les gens n'arrêtent pas de jacasser sur le fait qu'ils ont entendu dire qu'il l'emmenait à un stade avancé et qu'un homme y avait été tué récemment, et que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. L'un des autres spectateurs demande s'ils veulent dire que c'est Raji qui l'a fait. Quelqu'un d'autre lui couvre la bouche, disant que s'il l'entend, il va être effacé. Après tout, il est le fils du chef du district Nord 4. On voit son garde du corps lui demander quand il va partir. Il dit que tout ici lui appartient. Donc quand il y va, c'est à lui de décider et faire la queue est la coutume des gens du commun. Quelque temps plus tard, on le voit ouvrir une boîte et Itsuki dit qu'il la reconnaît. Nento demande s'il a déjà vu une pierre de karma et Itsuki dit qu'après avoir vaincu la bête spirituelle du désastre dans le niveau, elle l'a lâchée, mais qu'il y a une différence car sa couleur est plutôt verte. Age est surpris, disant qu'il est inouï qu'une pierre intermédiaire tombe au stade débutant. Itsuki est plus curieux de savoir ce qu'est réellement une pierre de karma. Elle dit qu'elle va lui expliquer, et elle a discrètement oublié qu'il était un débutant. Un autre nom pour cela est une pierre d'expérience. Après la mort d'une bête spirituelle du désastre ou d'un éveillé, une substance invisible appelée karma ou point d'expérience est libérée d'eux. Un truc du genre Minecraft. En absorbant cela, votre niveau augmente. En bref, les pierres de karma sont des pierres qui cachent du karma en elles et utiliser la pierre pour l'absorber est l'un des moyens de monter de niveau, mais c'est étrange car elles ne sont pas censées se produire naturellement. Alors pourquoi était-elle à ce stade? Nento dit que c'est probablement l'influence de son don. Ils demandent tous les deux ce qu'il veut dire et Nento dit que normalement le karma du vaincu est absorbé par le vainqueur. Cependant, même après en avoir vaincu deux, il n'a pas gagné de niveau. En d'autres termes, il ne l'a pas absorbé. Cependant, le karma qui est apparu une fois ne disparaît pas simplement sans raison. Si sa supposition est correcte, le karma de cette bête qui a attaqué l'école a été absorbé par le présent éveillé, ce qui signifie qu'il a été absorbé par eux. D'un autre côté, sur scène, comme c'est un espace scellé, il ne pouvait pas l'absorber et il n'y avait pas d'autre récipient pour ça. C'est pour ça qu'elle s'est solidifiée en un seul morceau. Elle est réelle et est devenue une pierre de karma. Hag dit que cela signifie qu'il ne peut pas monter de niveau. Et si c'est le cas, comment est-il censé monter de niveau? Il va lui dire, mais Nento hurle, disant qu'un don éveillé est un secret absolu qui ne doit pas être partagé avec les autres, lui demandant si elle a oublié. Elle a l'air effrayée et s'excuse, mais Nento dit qu'il lui laisse le soin de garder cette pierre ou de la vendre. Il a une réunion avec le haut commandement des 5 continents, il va donc s'absenter un moment. En attendant, Hag s'occupera de lui. Mais avant qu'il ne parte, il veut qu'il se souvienne de certaines choses. Premièrement, leur relation est un secret. Deuxièmement, ne parler à personne de son don. Troisièmement, jusqu'à son retour, il devrait franchir au moins 6 portes de haut rang. Quatrièmement, s'il pense que quelque chose est juste, il doit le faire de toutes ses forces, et quoi qu'il arrive, il est derrière lui. Itsuki dit, bien sûr, et il se dirige vers le quartier nord pour le terrain d'exécution de Flame Rock. À l'intérieur, on voit des hommes dire qu'ils étaient là en premier et qu'ils devraient les laisser entrer. Mais les gardes de Raji disent qu'il lui a déjà été réservé. Ils demandent pourquoi diable ils sont censés s'en soucier. Juste parce qu'il a de l'argent. Il n'est même pas encore là, alors il pourrait les laisser entrer en premier. Ils ne savent pas quel genre de riche Brady est, mais il va les dénoncer à la guilde. L'un des mecs est envoyé en arrière, et son pote va frapper Duke Nukem au visage, mais Duke Nukem esquive l'attaque. Les mecs, incrédules, demandent comment sa compétence de rambé, épine terrestre, n'a pas fonctionné. Duke Nukem se transforme en métal et dit que ça ne le gratte même pas. Le type réalise que c'est mauvais parce que ça transperce tout ce sur quoi il s'est servi jusqu'à présent, ce qui signifie que ce type est un monstre. Duke l'attrape par les bras et lui donne un coup de tête, ce qui lui fait s'envoler les dents. Les spectateurs disent que ces mecs étaient tous les deux de niveau 7 et 8, mais ils se font poignarder sans pouvoir rien faire. Et puis on apprend enfin que Duke s'appelle Uga, mais qu'il va appeler frère Duke. C'est un utilisateur de l'élément métal de niveau 12. Duke dit qu'il ne pardonnera à personne qui essaie d'entrer sur scène sans la permission de Ri. Et s'il essaie de résister, il les fera finir comme ces deux-là, car ils vont pourrir ici et il ne devrait même pas penser à essayer de l'aider. Les autres gardes lui disent de ne pas en faire trop car les ordures les regardent. Duke jette le type et Atsuki l'attrape. Les spectateurs disent qu'il est mort puisqu'il est au niveau 0 et qu'il l'aide même si Duke lui dit de ne pas le faire, mais ils ont l'impression d'avoir vu cette femme à côté de lui quelque part. Duke dit qu'il leur a dit que personne ne passe par ici sans la permission de Reggie et que s'il le fait,
Il finira comme ces deux-là, alors partez. Itsuki dit que cela signifie qu'il doit le vaincre pour entrer sur scène. Hak dit qu'elle contactera l'administrateur car ce genre d'égoïsme ne sera pas autorisé, mais Itsuki dit que ce n'est pas nécessaire car Nento lui a dit que s'il pense que quelque chose est bien, il doit le faire quelles qu'en soient les conséquences. Puis il dit à Haga de soigner les gens. Duke est confus et demande ce qu'il se passe avec ce type, car il est de niveau 0 et pourtant il l'affronte sans aucune peur, et c'est sans doute à cause de son travail rare. Il se sent sous pression même s'il a 12 niveaux d'avance, bien sûr, puisque ses statistiques sont privées. Duke pense qu'il a l'avantage alors que son total est de 600, mais il est surpris de voir que Suki comble l'écart en un instant et le frappe en pleine face. Tout le monde est surpris qu'il soit si rapide. L'un d'eux dit que même au niveau 8, il ne pense pas pouvoir suivre. On voit que l'attaque n'a pas fait de dégâts grâce à la capacité de Duke à se transformer en métal, et Suki s'en rend compte aussi. Duke dit que sa vitesse est bonne, mais qu'il manque de puissance lorsqu'il s'écrase au sol. Itsuki dit que pour réussir une attaque surprise contre un ennemi de niveau supérieur à 10, il doit augmenter son agilité avec coup de tonnerre. On voit que ses statistiques totalisent plus de 1000 maintenant. Mais sa compétence Mimi s'active et commence à analyser la capacité. Il dit que si les compétences sont suffisamment menaçantes pour déclencher Mimesis, il doit y aller sérieusement. Les attaques normales ne peuvent pas percer la défense des parties métallisées, il va donc devoir viser les parties charnues. Alors qu'il tente de donner un coup de pied, il est bloqué, et Duke dit qu'il est bien trop faible. Itsuki dit qu'il pense que c'était sa vitesse maximale. Et pendant qu'il est pris au dépourvu, il peut accélérer avec coup de tonnerre car il commence à faire exactement cela. Duke est pris au dépourvu car il est un utilisateur de l'élément tonnerre. Et au fur et à mesure que l'analyse progresse, Duke commence à encaisser les attaques. Les gens sont surpris qu'il soit capable d'utiliser des compétences de différents jobs et disent qu'un niveau 0 pourrait effectivement le battre. Duke, lui, est assis là, paniqué parce qu'il est en train de se faire secouer, se demandant comment il fait pour être aussi rapide alors qu'il est niveau 0. Et si ça continue, il va perdre. Il dit qu'il ne peut même pas élever la voix, disant à ses hommes d'arrêter de regarder. Et si ça continue, il n'a pas d'autre choix que d'essayer quelque chose. Alors qu'il crie, ses vêtements sont arrachés et il m'a rencontré en métallisant tout son corps. Il dit qu'il n'a jamais vraiment réussi ça avant, mais grâce à lui, il y est parvenu. Et il lui dit qu'une partie qui a été métallisée augmente la défense de 50%, et que son don augmente la défense à l'état stationnaire de 50% supplémentaire. En d'autres termes, sa défense actuelle est supérieure à 500. Il allait le couper en deux, mais en guise de récompense pour l'avoir aidé à réussir, il le laissera mourir facilement. Tout le monde dit qu'une telle défense à son niveau est inouïe. Et on dirait que le niveau 0 est cuit. Itsuki dit que si sa supposition est correcte, il utilise une quantité énorme de mana. Donc s'il met ses points de statistiques principalement en défense, son mana ne sera pas si élevé. Duke demande de quel genre de bêtises il parle. Mais en réalité, il sue à grosses gouttes et se demande pourquoi il est si vif. Itsuki lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne se lancera pas dans une tactique aussi fastidieuse que de réduire son mana, et il réglera ça immédiatement. Sa progression est désormais de 100. Et Age dit que depuis que la fleur de lotus est apparue, cela signifie qu'il redevient plus fort. Les gens se demandent si c'est une compétence de niveau 0, disant qu'elle ne semble pas être une compétence d'attaque. Il gagne une capacité appelée la véritable sphère pénétrante, qui tire une lance parfaite avec une trajectoire fixe et ignore la défense. Elle ne fait quasiment que des dégâts réels. Elle a également une échelle infinie, car à chaque fois qu'il bat un ennemi avec plus de défense que lui, sa vitesse de vol augmente de 100%. Itsuki dit que les dégâts réels sont dingues. Et le problème, c'est la vitesse de vol. À 1 mètre par seconde, n'importe qui pourrait l'éviter. Le moment de la libération est donc crucial, mais si son adversaire est ce sac de sable, il n'a même pas besoin d'y penser. Parce qu'il a tellement confiance en sa défense, il va l'utiliser contre lui. Ses statistiques totalisent 1000. Et pour l'instant, il pointe vers l'avant, vise la balle sur lui, et il dit qu'il devrait l'esquiver. Les spectateurs sont juste surpris qu'il existe une compétence qu'un niveau 0 puisse utiliser comme ça. Et quelqu'un d'autre dit que ce doit être une compétence exclusive de briseur d'ordre et qu'il s'agit de la plus mystérieuse des 4 classes. Je ne sais pas s'il n'y a que 4 classes, mais la traduction est nulle. C'est donc ce qu'on a. L'attaque commence à s'envoler et c'est très lent. Tout le monde la regarde en se demandant si cette petite balle chétive est tout ce qu'il a et ils disent que c'est une déception. Duke demande s'il a vraiment essayé de le faire bouger avec une si petite balle et c'est naïf et il reste là en disant que si c'est son atout. Il va mourir de façon pathétique alors que la balle continue et se rapproche jusqu'à ce qu'elle commence à lui traverser le bras et à le faire exploser. Itsuki dit qu'il lui a dit de l'esquiver et comme il est humain, il s'est contenté de son bras droit. Mais s'il avait été une bête, il aurait visé directement le coup. Duke est au sol en train de hurler à cause de son bras arraché. Itsuki demande ce qu'ils regardent tous, en leur disant de se dépêcher d'emmener ce type à l'hôpital avant qu'il ne saigne à mort et ne meure sur le coup, ajoutant qu'il ne va pas se répéter. Ils emportent leur garçon et les spectateurs sont surpris qu'il ait gagné.
Puis des tonnes de gens affluent pour essayer de le faire se joindre à eux et ils commencent à se disputer. Mais il lui donne quand même quelques infos sur la façon dont la défense de Duke est comparable à celle des monstres du niveau. Itsuki dit que la vitesse de vol augmente à chaque fois qu'il bat un ennemi avec une défense plus élevée que la sienne, ce qui signifie qu'il peut augmenter sa vitesse dans ce niveau. Les hommes demandent qui il va choisir, et il dit qu'il y va seul. Ils le traitent de fou pour avoir tenté de défier un niveau 15 en solo et qu'il s'emporte après avoir battu Duke. Ils admettent qu'il est fort, mais qu'il est trop imbu de lui-même. Hag lui dit que toutes les bêtes ici ont une défense comparable à celle qu'il vient de combattre. Bien qu'il ait les compétences nécessaires pour les vaincre, elle ne sait pas s'il peut supporter le monoc. Il lui dit que tout ira bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Elle lui demande qui s'inquiète pour lui. Elle lui a seulement dit que s'il mourait, son père la blâmerait et qu'elle irait s'occuper des blessés et qu'il pourrait faire ce qu'il veut. Il lui dit également que la tribu de la pierre n'a aucune intelligence, mais qu'elle se déplace en groupe, il devrait donc faire attention à sa consommation de mana. Il lui dit qu'il comprend, mais dès qu'il entre, il dit qu'il y en a vraiment beaucoup plus qu'il ne le pensait. Il dit que comme on peut s'y attendre d'un niveau élite, tous les niveaux et toutes les statistiques sont bien plus élevés qu'avant. Ils ont tous environ 300 de défense et leurs statistiques sont proches de 500 au total. Il dit qu'il veut vérifier si ces types remplissent les conditions pour son passif des petites orbes alors qu'il tire dessus. Le monstre n'essaie même pas d'esquiver car il le traverse de fond en comble. Il le tue instantanément, ce qui était un niveau 9. Maintenant, la vitesse est augmentée de 100%. Il dit que c'est exactement ce qu'il pensait. Deux autres lui sautent dessus. Il dit que ces types sont lents et mauvais pour esquiver, donc ils sont parfaits pour son scaling infini. Cela continue encore et encore alors qu'il en tue deux autres. On voit qu'il lui reste la moitié de son mana et il explique que chaque tir consomme 50 mana. Puisqu'il lui en reste 110, cela ne fait que 2 tirs, mais deux autres le chargent. Et le boss n'a pas encore montré son visage, ce qui laisse 3 ennemis au total. Dans ce cas, il doit en éliminer 2 d'entre eux avec un seul. Il se prépare et saute dans les airs alors qu'il se donne des coups de tête. Il baisse les yeux et vise, disant que c'est parfait, et il les fait s'effondrer tous les deux. Cela compte comme une double élimination. Il dit que cette sensation d'épuisement juste avant que son mana ne s'épuise est difficile, et il espère pouvoir obtenir une compétence pour le récupérer un jour. Mais maintenant, sa capacité est à 5 mètres par seconde, et il devrait être capable de rattraper même les ennemis qui courent. Il lève les yeux pour repérer une attaque surprise qui arrive et elle détruit la zone autour de lui et active la compétence de rang B de gigantification qui convertit toute sa puissance magique en défense. Itsuki dit que cette chose est bien trop grande alors qu'il commence à esquiver l'attaque en utilisant coup de tonnerre. Il court le long de son bras en se demandant s'il va pouvoir l'abattre avec son attaque à dégâts réels et dit qu'il devrait au moins viser la tête. Il lui tire une balle directement dans le côté du crâne. Il dit que ce n'est pas bon. Même si elle est passée à travers, elle ne fait pas de dégâts importants. Il arrive pour lui asséner un coup de poing droit dessus, et il réalise qu'il ne peut pas esquiver en plein vol. Il utilise ses yeux noirs pour bloquer l'attaque, mais elle l'envoie sur une falaise à proximité. C'est beaucoup plus dur qu'il ne le pensait. Sa compétence, Mimi, s'active enfin, et il dit que cela rend les choses plus faciles puisqu'il a utilisé une compétence pour devenir aussi grand. Pendant ce temps, le garde de Ri est au téléphone en train de crier, demandant si c'est vrai. Ri lui dit qu'il devrait baisser la voix et le garde s'excuse en disant que quelque chose d'inattendu s'est produit. Ray demande quoi et il lui dit qu'il semble que quelqu'un ait vaincu Duke et se soit frayé un chemin jusqu'à la scène. Ray demande ce qu'il fait et il se vante toujours que personne en dessous du niveau 30 ne peut briser sa défense, demandant si cela signifie que quelqu'un de plus de niveau 30 est venu. Le garde dit que le nombre de monolithes défaillants a augmenté récemment, donc tous les éveillés au-dessus de 30 sont occupés avec ça et n'auraient pas le temps de venir ici. De plus, les principaux adversaires du terrain de chasse du Rocher Ardent sont d'environ niveau 10. Ray dit qu'il n'y a aucune chance qu'un niveau 10 puisse le vaincre, et son garde du corps est d'accord, disant que s'il lui laisse le temps, il se renseignera. Ray dit que ce ne sera pas nécessaire. Même si l'adversaire est de niveau 30, il est déjà là, et cet endroit est réputé pour sa bête de désastre tenace et pour le temps qu'elle prend à vaincre. Donc, même s'ils y vont tout de suite, ils arriveront probablement à temps. Son garde dit qu'ils doivent procéder avec prudence, sans connaître l'identité. Ray dit qu'il ne va pas se répéter 2 fois et le garde est d'accord. Ray dit qu'il va lui faire regretter d'avoir embêté sa famille. Mais revenons à Itsuki, l'analyse est à 100% et il dit qu'il n'a plus besoin de courir partout comme un rat. Il dit qu'il n'acquiert pas de nouvelles compétences et qu'elle a peut-être augmenté de force ses dégâts réels, ce qui est le cas. Elle a gagné le nouvel effet qui lui permet d'ajuster la taille en consommant du mana supplémentaire. Et l'effet passif est passé de 100% à 200. Il dit qu'il veut le tester immédiatement. Ses statistiques ont également bien augmenté. Il consomme tout son mana pour créer le plus grand orbe possible. En ce moment, alors que la fleur de lotus éclot, elle jaillit, détruisant complètement le monstre,
l'anéantissant presque entièrement. Et il réalise qu'il a peut-être exagéré. Itsuki dit qu'il a consommé toute sa puissance magique, mais il ne s'attendait toujours pas à ce type d'attaque. Maintenant, il avance à 7 mètres secondes. Et s'il termine ce niveau 2 fois de plus, il sera à peu près aussi rapide qu'une voiture. Il dit que les effets passifs sont en fait cassés. Son explosion de lotus augmente la portée de toutes les compétences, ce qui signifie que la distance de vol de l'autre augmente la vitesse de vol. Donc s'il continue à augmenter l'effet passif explosif, un jour il sera capable de vaincre la bête spirituelle du désastre à des milliers, voire des dizaines de milliers de mètres de distance. De l'extérieur, tout le monde voit qu'il l'a terminé en 3 minutes. En mettant à jour le record, ils sont tous surpris en disant qu'il a dû tous les tuer d'un seul coup. Mais ils ne comprennent pas pourquoi il est toujours au niveau 0, disant que la notification était peut-être un bug. Et il commence même à inhaler du copium, disant que ses vêtements sont juste un peu sales, donc il n'y a aucune chance qu'il ait réussi à le terminer. Age dit qu'il l'a encore fait indemne. Et dire qu'il a encore battu le record de Wu Jin, il ne cesse de la surprendre. Et elle lui dit que c'était étonnamment rapide. Il dit qu'il était en fait assez faible, mais que sa défense était forte, mais qu'il a réussi à le traverser. Puis il demande ce qu'est le papillon qui flotte autour d'elle. Elle dit que son travail est d'utiliser Shaikagami, et que cet enfant est son Shiagami. Il s'appelle le papillon de jade. Il dit que c'est la première fois qu'il voit un Shaikagami, et il est joli. Il se demande quel genre de travail il y a. Quoi qu'il en soit, elle dit que c'est assez connu. Les jobs sont divisés en 4 types et il devrait déjà en avoir vu 3. Le premier est l'élémentaliste. Il a le pouvoir de manipuler les 7 éléments. C'est le job le plus courant chez les éveilleurs et c'est aussi celui qui a la plus grande puissance de combat de base. Son camarade de classe Oinki et Duke de tout à l'heure sont tous les deux de ce type. Le deuxième est l'utilisateur de Shaikagami. Il peut invoquer des Shaikagami qui n'obéissent qu'à lui et leur Shaikagami est avec lui dès la naissance de la créature, lui demandant s'il a des questions. On apprend également qu'elle est de niveau 6. Il dit que son niveau est inférieur au sien. Shaikagami lui demande si elle est vraiment une éveilleur chevronnée. Directement en pleine poitrine, voilà une flèche. Elle dit que ce frère est trop direct, puis explique que malheureusement les Shaikagami absorbent l'expérience et montent également de niveau, donc ils seront toujours au-dessus du niveau de leur maître. Il dit que dans ce cas, lorsqu'on combat un utilisateur de Shaikagami, il est plus rapide de cibler l'utilisateur lui-même. Elle dit une fois de plus qu'il dégage une étrange énergie meurtrière. Puis il pose des questions sur les autres, car elle n'en a mentionné que 2 jusqu'à présent. Elle dit que le troisième est le travail mystérieux avec le moins d'informations et que c'est le briseur d'ordre, qui est son travail. La raison pour laquelle il est mystérieux est que chaque briseur d'ordre a des capacités différentes, comme sa fleur de lotus bleu. D'autres peuvent contrôler la taille de leur corps à volonté ou créer des clones infinis. Il existe même des briseurs d'ordre qui peuvent étirer leur corps comme du caoutchouc, et les compétences professionnelles générales sont classées en 4 catégories, de CAS, mais les briseurs d'ordre possèdent uniquement des compétences de niveau Z, qui existent en dehors de ce cadre. Elle dit que la raison pour laquelle les briseurs d'ordre sont considérés comme spéciaux est due à leurs compétences exclusives uniques. Si un ennemi apprend leurs compétences, le briseur d'ordre perd sa meilleure arme. C'est pourquoi son père l'a grondé pour l'avoir demandé. Mais il a une existence irrégulière, même parmi les briseurs d'ordre. D'après ce qu'elle a confirmé, il pouvait utiliser au moins 3 compétences et 2 d'entre elles sont des choses que seuls les élémentaires peuvent utiliser. Il dit que le professeur n'est pas là pour l'arrêter au cas où elle japperait trop. Puis il demande quel est le dernier travail. Il n'en a même jamais entendu parler. Elle va lui en parler mais lui dit qu'il en verra un et que c'est une punition pour ne pas lui avoir parlé de lui. Il est d'accord et elle dit que les gens qu'il a sauvés plus tôt sont sains et saufs. Lui demandant ce qu'il veut faire après ça, il dit qu'il va terminer le niveau plusieurs fois de plus. Elle dit qu'il ne sait vraiment rien et que les niveaux ont un temps de recharge. Celui-ci est particulièrement long pour qu'il puisse au moins le terminer à nouveau dans 2 jours. Il dit qu'en fait, il ne s'y attendait pas. Pas étonnant que ce type enragé ait voulu dominer le niveau. S'il ne peut pas augmenter les statistiques de l'attaque à dégâts réels, il ira simplement augmenter l'explosion de Lotus à la place, en demandant s'il y a un niveau avec un grand nombre de bêtes. Elle dit qu'il y en a un auquel elle pense, et que le niveau n'est pas d'un niveau élevé, mais que les chiffres sont incroyablement élevés. Même en faisant une estimation basse, il y a au moins 100 bêtes et de nombreux éveillés reculent rien qu'en voyant les chiffres, mais il demande ce qu'il va faire sans compétence AOE. Il dit qu'il y va de toute évidence. Elle n'est bien sûr pas au courant car elle ne l'a pas vu la dernière fois qu'il était dans le stage. Elle dit que pour quelqu'un sans compétence AOE, il va beaucoup galérer, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Tout le monde entend cela, disant que c'est fou qu'il soit assez courageux pour ça et que ses affaires doivent traîner par terre. Pendant ce temps, Ray arrive enfin et demande s'il n'y a vraiment personne ici, et son garde dit qu'il semble que les cibles soient déjà parties. Il dit que cela ne fait que 30 minutes, demandant s'il a vraiment terminé aussi vite. Le garde dit que c'est difficile à croire, mais cela semble être le cas, demandant ce qu'ils doivent faire maintenant. Ray s'énerve, demande s'il y a des traces magiques de ses compétences et qu'ils devraient le traquer. Puis ils le captureront vivant et le tortureront.
Quelqu'un d'autre dit qu'il n'a jamais entendu dire que Raji avait un type aussi fort à ses côtés, et qu'il n'aurait pas dû accepter la demande d'assassinat. S'il n'avait pas eu la technique d'évasion terrestre, il se serait fait tuer par lui. Et puisqu'il est arrivé jusqu'ici, il devrait être en sécurité jusqu'à ce qu'on voit un loup bondir droit sur lui et lui mordre la gorge. Un homme dit qu'il a l'air d'avoir quelque chose à dire, et s'il le fait, il demandera au chien de se calmer un peu. L'homme demande comment il l'a trouvé, et il lui dit qu'il a le nez fin et qu'il peut sentir l'odeur de la mort qu'il dégage. C'est le chien de chasse nommé Charles. Le type supplie qu'on l'épargne, mais Charles dit qu'il ne peut pas faire ça car Raji se mettrait en colère contre lui. De plus, son chien Death n'a pas mangé de viande humaine depuis un moment, ce qui lui dit d'aller de l'avant et de commencer à en manger. C'est comme un pitbull dans une garderie. Il dit qu'il monte enfin de niveau car on voit que c'est une compétence de rang B et que c'est une invocation Shaikagami. Ses statistiques sont également assez correctes. Il reçoit ensuite un appel téléphonique disant à Ray qu'il a déjà terminé. C'est à ce moment-là qu'on lui parle de Duke qui lui demande si quelqu'un l'a vraiment touché à un point faible ou quelque chose comme ça parce que sa défense est si élevée. Après avoir reçu sa nouvelle tâche, il dit à son invocation nommée Sparkling Cupcake qu'il est temps d'aller chasser sa nouvelle proie. Il se dirige vers le niveau appelé Locust Wasteland, demandant si c'est vraiment l'endroit. Il dit que ce n'est que des champs de blé à perte de vue, se demandant s'il y a vraiment autant de monstres ici. Elle dit que les bêtes du désastre ont tendance à choisir les environnements qu'elles préfèrent lorsqu'elles envahissent ce monde. Donc, déduire le type de bête à partir de l'environnement est l'une des compétences essentielles pour un éveilleur. Il dit qu'il voit, mais il n'y a même pas de réception ici. Elle dit que le niveau de danger de ce niveau est plus élevé que ce qui est indiqué. Ils envisagent même de le démanteler. Il dit, même si c'est d'un niveau inférieur à celui où il vient d'aller, pourquoi le démantèlerait-il? Elle répond, dans un niveau normal, tu peux t'enfuir si tu ne peux pas gagner. Mais ici, les bêtes sont agressives et leur nombre est anormalement élevé. Donc, même s'il baisse un tout petit peu sa garde, il sera encerclé par d'innombrables sauterelles et dévoré vivant jusqu'à ne plus avoir que ses os. Il dit que c'est bien d'entendre qu'il y en aura beaucoup. Elle lui demande s'il est vraiment pressé de mourir. Il dit qu'il n'est pas désespéré au point de vouloir se faire dévorer par des insectes. Il utilise son poignet pour entrer dans le niveau. Elle dit qu'il a l'air d'aller bien à en juger par son attitude et qu'il est entré malgré tous les avertissements qu'elle lui a donnés. Donc, quoi qu'il arrive, c'est sa responsabilité. Puis elle se demande quoi faire car elle a oublié de lui dire qu'elles apparaissent sans fin à moins qu'il ne batte le boss. Elle doit entrer et lui dire, mais elle sent quelque chose en se retournant et voit Charles et un cupcake étincelant. Charles dit qu'il cherche quelqu'un, mais à l'intérieur, on voit Suki dire que c'est en fait assez désolé. À l'intérieur, il commence à applaudir pour réveiller les sauterelles. Certaines d'entre elles s'envolent et il dit que leurs niveaux individuels sont très bas, mais qu'elles remplissent les conditions requises pour les explosions de Lotus, donc ce n'est pas un problème. Il dit qu'aucune d'entre elles n'a de compétences à utiliser, mais qu'il y en a un très grand nombre. Il dit que c'est extrêmement pratique pour lui car cela lui évite des ennuis s'ils se regroupent et qu'une fois qu'elles entrent dans la portée de sa compétence, il les écrase d'un coup. Elle commence à voler alors qu'il utilise son explosion de Lotus. Elle se déclenche et on voit que la portée de l'explosion de la compétence augmente sans cesse à mesure qu'il farme ses statistiques infinies. La compétence monte également de niveau tout en consommant du mana. On voit qu'il est déjà à 110%. Et il dit que cela signifie qu'il en a vaincu 110 d'un coup. Il dit que seulement 10% de sa production de mana devrait suffire pour cela. Et compte tenu de son mana restant et de son taux de récupération, il peut probablement tirer environ 10 coups supplémentaires. Et s'il continue à en obtenir 100, sa portée augmentera de plus de 1000%. Si seulement le niveau n'avait pas de temps de recharge, ce serait beaucoup plus fluide. Il est plus surpris par le fait que le message de réussite du défi n'apparaît pas et que sa compétence Mimisu détecte la capacité d'une compétence de rang C appelée Volonté de la mer. Il est surpris qu'il y ait des survivants alors que d'autres commencent à affluer. Il dit que cela doit être la compétence du boss et qu'il ne peut pas baisser sa garde car il pensait qu'il n'y en avait pas. Et c'est une chance qu'il puisse à nouveau étendre sa portée de compétence avec Explosion de Lotus. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas où se trouve le boss. Dans ce cas, il doit vaincre tous les petits ennemis jusqu'à ce que le boss apparaisse, tout en accumulant 100% supplémentaire pour sa capacité à faire exploser tout un groupe. Il dit que sa portée est désormais de 16 mètres de diamètre. Et l'effet est vraiment dingue. Mais il en a vaincu tellement qu'il n'a toujours aucune idée de l'endroit où se trouve le boss. On voit qu'il est en fait dans les souterrains. Alors qu'il s'envole des fissures, il est surpris qu'il réapparaisse. Alors que l'analyse d'Amisu se poursuit, il dit qu'il ne peut utiliser Explosion de Lotus que 9 fois de plus et que peu importe le nombre de fois où ils apparaissent, il les détruira complètement, en s'assurant d'abuser du fait qu'il peut grandir à l'infini. Il répète cela encore et encore jusqu'à l'avoir fait environ 7 fois d'affilée. On voit que sa portée a augmenté de 990% et qu'elle a désormais un diamètre de 54,5 mètres. Il dit qu'il a vaincu 9 essaims à présent, mais qu'il ne lui reste plus assez de mana que pour une seule explosion supplémentaire. Pourtant, il semble qu'il n'y ait littéralement pas de fin au monstre. Il n'y a aucun signe d'apparition du boss non plus. Une option pour lui est de se retirer du niveau et de le défier à nouveau une fois l'analyse terminée. Mais ce n'est qu'une option de troisième ordre. Peu importe le nombre de bêtes du désastre,
il va toutes les tuer en utilisant une explosion supplémentaire. Elle couvre la moitié du terrain. Il dit qu'avec ça, ça devrait suffire pour souffler un peu. Mais au lieu de ça, il semble que leur nombre n'ait pas diminué du tout. Il est plus surpris par la façon dont les bêtes semblent rétrécir. Et il réalise maintenant que le boss doit en produire à l'infini. Il dit que si c'est le cas, peu importe à quel point il se bat, ce sera inutile à moins qu'il ne batte le boss. Tant que son mana est épuisé, son analyse se terminera bientôt. Et une fois qu'elle l'est, on voit qu'il acquiert la compétence détection de mana, qui lui permet de consommer du mana pour sentir le flux de mana autour de lui. Par coïncidence, elle a la même portée que celle qu'il a pour explosion de Lotus. Chaque fois qu'il sent une unité ennemie, il récupère 10% de son mana. Il dit que toutes les compétences qu'il a obtenues jusqu'à présent ont été complètement détruites. Mais il a suffisamment fait attendre Agawa, il devrait donc terminer le niveau pour l'instant. Mais grâce à l'acquisition de la compétence, ses statistiques augmentent encore de 40 points, et il commence à détecter où il se trouve. Il commence à pulser dans tout le champ jusqu'à ce qu'il le trouve enterré sous terre. Il dit qu'il sait désormais où il se trouve, et il prépare son attaque de dégâts réels, disant qu'il aimerait bien le voir essayer d'utiliser ses enfants comme bouclier, mais que cela ne servira à rien. Comme la distance de l'attaque a considérablement augmenté, elle est maintenant à 120 mètres, et il s'enfouit dans le sol, faisant voler le boss. Dès qu'il le fait, il comble l'écart avec coup de tonnerre et utilise glace noire pour créer une armure autour de lui et glisse vers le bas, se brisant en morceaux. Il dit que la perte de la reine les a plongés dans le chaos et qu'il les enverra bientôt à leur mère lorsqu'il recommencera à les farmer pour la détection. La taille a augmenté de 1200%. La portée est de 65 mètres et la distance de dégâts réels est de 131 mètres. Il dit que c'était une très bonne récolte et qu'une fois le temps de recharge réinitialisé, il va la défier et la farmer à nouveau pour essayer d'atteindre au moins 5 chiffres sur la portée de l'explosion. Il atteint un nouveau record de 17 minutes. Et il dit qu'Agea doit être inquiète et qu'elle agira probablement froidement à son retour, mais il voit qu'elle est gentille et attentionnée, et il est vraiment content qu'elle soit froide. En sortant, il dit qu'il est désolé de l'avoir inquiétée, mais instantanément ses yeux se remplissent de colère lorsqu'il la voit se faire retenir par Charles. Il dit qu'il doit être le gars que Ri recherche. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Laissez un like ou un commentaire pour aider la chaîne. Merci de votre attention.